Eh bien, Jacques, après cet accueil réservé à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, je t'invite à nous dire quelques mots à propos de l'organisation de ce webinaire, de la collection, puisque le CIRFIP est ravi de cette collaboration, voilà, nouvelle. Donc, je te laisse nous dire ce que tu as prévu. Bonjour à tous. Je suis très heureux de présenter pour la première fois cette jeune collection psychosociologie au pluriel, qui est hébergée chez l'Harmattan. Elle a été créée à l'initiative de mes collègues avec lesquels nous composons le comité éditorial et qui est composé finalement de 5 psychosociologues, 5 membres répartis aux 4 coins du territoire. Alors, il s'agit de Chantal Habert, qui est sur Paris, Jean Chamy, en Picardie, Christian Michelot, dans la Marne, Bernard Puyot, en Ardèche, et moi-même, en Anjou. Notre premier travail a été d'écrire le livre sur Jean Dubost, que je vous présenterai dans un instant. La visée de notre collection, c'est bien sûr de faire connaître la psychosociologie en publiant des travaux de psychosociologues et particulièrement de psychosociologues praticiens. Parce que souvent, dans la pratique, eh bien, le temps manque ou les conditions nécessaires pour pouvoir rédiger. Donc, nous sommes ouverts à l'écriture et la publication de travaux qui portent sur des récits d'expérience, sur des réflexions, sur les contraintes et les difficultés rencontrées dans le métier, mais aussi sur les satisfactions, le plaisir du travail, sur évidemment les problèmes qui sont rencontrés aujourd'hui dans notre société et qui nous posent questions, qui nous interpellent, et Dieu sait s'il y en a. Notre proposition à nous 5, c'est de vous accompagner, si besoin évidemment, de vous accompagner dans toutes les étapes d'un projet d'écriture, depuis ses débuts jusqu'à la publication. Pour cela, notre fonctionnement est simple. Nous nous réunissons tous les mois en visio et nous réalisons un séminaire de plusieurs jours une fois dans l'année. Ce dispositif de rencontre mensuelle nous permet de suivre l'évolution des travaux et puis nous permet de discuter entre nous selon les sensibilités différentes qui sont les nôtres. Je voudrais tout de suite indiquer que pour nous contacter, il y a une adresse mail psychosociologie@europamel.net. Je vais la montrer, je ne sais pas si c'est visible sur l'écran, euh, mais la voilà. Et ce serait bien qu'on puisse la représenter en fin d'émission. Depuis 2020, depuis 2020, notre collection a publié 6 ouvrages. Le premier, À la rencontre de Jean Dubost, a été le livre qui a lancé la collection et tous les 5, nous nous sommes coordonnés pour publier cet ouvrage. En 2021 également, Christian Michaud a publié Études et résolution des problèmes, qui présente et analyse toutes les méthodes qui ont vu le jour et se sont développées au XXe siècle. Et puis, toujours en 2021, avec Psychosociologie et Recherche-Action, j'ai eu le plaisir de coordonner les apports de mes collègues pour relater l'histoire de notre groupe de recherche-action qui vit et travaille depuis 1980 avec une très belle préface d'Eugène Henriquez. Sophie Maisondieu et Jamad Lamrani, en 2022, ont publié Accompagner la transformation digitale, un travail issu d'une recherche-action
et qui prend à bras-le-corps les questions contemporaines liées à ces innovations. En 2023, c'est Chantal Imbert qui a publié Équipe en crise, crise des projets dans l'action sociale, qui présente un regard distancié et critique sur les très longues années d'expérience d'intervention dans les établissements du secteur social et médico-social. Et puis, évidemment, le livre de Jacques Ardoineau dont va nous parler Elvis, mais je lui laisse la primeur de nous présenter son ouvrage. Et je suis très heureux de lui passer la parole, puisque Elvis est un collègue à Émanence où nous avons collaboré pendant plus de 20 ans. Nous avons co-animé des interventions ensemble. Et puis, tu es devenu aussi, et tu l'es toujours, co-gérant avec Antoine de cette belle structure. Et on peut dire que depuis François Maignan, tu représentes la troisième génération des psychosociologues qui creusent leur sillon en terre angevine. Avant de te laisser la parole maintenant pour venir au cœur du sujet sur Jacques Ardoineau, je voulais également préciser qu'à l'heure actuelle, nous suivons 5 projets et je rappelle que donc l'adresse pour nous contacter est bien celle que je vous indiquais tout à l'heure et qu'on essaiera de mettre en fin de réunion sur l'écran, psychosociologie@europamel.net. Et voilà, maintenant je passe la parole à Elvis. Merci beaucoup, Jacques. Bonsoir à tous. J'en profite pour à la fois à travers toi te remercier, euh, y compris par rapport à toutes ces années où j'ai eu le bonheur de travailler avec toi et avec les collègues à Émanence. Et bien sûr, je remercie aussi tous les membres de la collection qui m'ont beaucoup soutenu dans ce travail un peu au long cours quand même, hein, pour diriger un tel ouvrage sur Jacques Ardoineau. Et je remercie aussi bien sûr le CIRFIP également pour son soutien, y compris d'ailleurs à travers plusieurs co-auteurs de cet ouvrage. Donc, je vais prendre quelques temps pour vous présenter finalement Jacques Ardoineau à travers les différents chapitres de cet ouvrage. Donc, je me permets de le remontrer, de le montrer une dernière fois. À la rencontre de Jacques Ardoineau, qui se situe, comme Jacques vient de le dire, dans une série finalement. En tout cas, il y en a au moins 2, donc ça commence à être une série, d'une sous-collection finalement, d'à la rencontre d'eux, à la rencontre d'auteurs importants en psychosociologie. Et l'occasion pour moi de aussi de nouveau saluer en tout cas le soutien du CIRFIP, y compris voilà à travers cet ouvrage sur la possibilité de parler voilà de ces auteurs importants. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Jacques, en plus c'est très symbolique parce que finalement ça fait 10 ans que Jacques Ardoineau est décédé. Jacques Ardoineau est né en 1927 et est décédé en 2015. À l'âge de 88 ans. Il est né un 6 mars à Paris. Et plusieurs années après, le 5 mars 1956, il créera donc ce qu'on peut considérer quand même comme la première association de psychosociologie, en dialogue avec d'autres disciplines des sciences sociales, l'ANCHA, qui était donc l'Association nationale de développement des sciences humaines appliquées. Je ne vais pas forcément détailler tous les aspects de sa vie, et notamment, voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire l'ouvrage sur y compris ce qui se passait finalement à l'ANCHA et comment voilà, l'ANCHA a été structurée, les différents acteurs de l'ANCHA. On en entendra parler aussi un peu à travers l'intervention de David Faure, puisque c'était l'occasion d'une rencontre et aussi d'une rupture
avec Didier Anzieux, hein, pour Jacques Ardoineau à ce moment-là. Je vais plutôt essayer, voilà, avec le temps qu'on s'est donné, de vous donner euh, vous donner à voir quelques aspects du personnage qui était Jacques Ardoineau, à travers les différents auteurs qui ont bien voulu participer à cet ouvrage, pour finalement rendre compte, voilà, ça pourrait être l'intitulé un peu de cette intervention, de l'altération de la rencontre que permet et qu'a permis Jacques Ardoineau, à commencer pour moi-même. Mais ça, j'en dirai un mot un petit peu plus tard. Euh, je pense que Jacques Ardoineau peut être considéré finalement quand même comme le penseur de la multiréférentialité. Là aussi, je prendrai un temps un peu plus conséquent pour développer un petit peu cette approche, mais je tiens à dire d'emblée que finalement, c'est peut-être un peu le langage commun qu'ont les psychosociologues, quelles que soient leurs approches, de pouvoir articuler différentes références et différents angles de vue sur les situations sociales. Donc finalement, ce professeur en multiréférentialité, cet éducateur aussi d'adultes, hein, puisqu'il a été quand même à l'initiative, en tout cas à l'origine, hein, de tout ce courant de l'éducation, de la formation continue, hein, et de l'éducation aussi des adultes, et pas uniquement des enfants et des jeunes, en lien donc avec des pratiques elles-mêmes métissées. Dans l'interview que j'ai fait avec Guy Berger, je salue sa mémoire d'ailleurs, parce que c'était un réel plaisir, un honneur pour moi de le rencontrer à l'occasion du travail qu'on a fait ensemble autour de cet ouvrage. Guy pouvait mettre l'accent sur le fait que Jacques Ardoineau était une personne ombrageuse. Ça m'a donné envie de revenir finalement à la définition de ce que c'est que d'être ombrageux. Et j'ai vu que finalement, ça concerne, en tout cas c'est un terme qui est souvent employé pour désigner quelqu'un qui peut être facilement blessé dans son amour-propre, qui peut être inquiet et qui pourrait aussi s'offusquer promptement. Ce qui correspond et ne correspond pas tout à fait à Jacques Ardoineau, en tout cas tel que je l'ai connu, si ce n'est peut-être dans son autre acception du terme par rapport notamment aux chevaux. Voilà, du coup j'ai appris ça, qu'on pouvait parler d'un cheval ombrageux qui a peur des ombres. Alors à lire l'ouvrage, peut-être que vous découvrirez quelques ombres finalement qui ont suivi Jacques Ardoineau dans tout son parcours, que ça soit l'ombre peut-être de l'agrégation, l'ombre aussi de la groupalité, peut-être aussi, dont nous parlera David, peut-être aussi, bien sûr, l'ombre de sa propre vie, de son propre parcours et de son rapport notamment à ses parents, à son père donc qui était journaliste parlementaire et qui a été aussi conseiller hein, d'un parlementaire, pardon, et une mère pour le moins instable et qui était actrice, tantôt brocanteuse. Florence Justet-des-Prairies, qui d'ailleurs s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir, m'a fait la gentillesse de me permettre de republier le texte qu'elle avait écrit en son hommage lorsqu'il était décédé pour la nouvelle revue de psychosociologie. Et Florence met l'accent sur la révolution copernicienne qu'a été pour Jacques Ardoineau la rencontre avec la psychanalyse. Ce qui permet, à mon avis, incidemment, de comprendre aussi son rapport à la mère et aux femmes.
En tout cas, la contribution de Florence permet de comprendre comment la psychanalyse a réellement participé à la construction intellectuelle de Jacques Ardouaneau, mais aussi de sa construction de sujet dans son rapport au savoir et au non-savoir, par rapport à sa propre histoire, au conflit oedipien, et peut-être jusqu'au meurtre anthropophagique de la horde primitive, selon le mythe scientifique du totem et tabou, selon Freud. En tout cas, voilà peut-être aussi ce qui pourrait nous donner à penser du rapport au père, pour Jacques Ardouaneau. Louis Marmoz, lui, à ma demande d'ailleurs, et je lui en remercie, a bien voulu écrire un texte aussi important sur son rapport particulier, complexe à la violence, et qui a le grand mérite de mettre en avant à quel point Jacques Ardouaneau croyait à la richesse du conflit, et même à l'utilité morale qu'il peut y avoir à avoir ou être perçu comme ayant un mauvais caractère. En tout cas, c'est Jacques Ardouaneau qui le disait, hein, Louis Marmoz le restitue très bien. Et c'est, je pense, aussi une de ces facettes que j'ai d'emblée appréciées chez Jacques Ardouaneau. Cet aspect à la fois constructif et riche de la conflictualité, y compris dans la relation à l'autre. Et par là même, une richesse finalement d'une conséquence, d'une profondeur, qui ne cherche pas par contre forcément à être congruent finalement, puisque lui-même et beaucoup d'entre nous qui ont la chance de le rencontrer ont pu constater à quel point il s'autorisait aussi une différence, voire un écart entre ce qu'il pouvait dire et ce qu'il pouvait être, ou en tout cas ce qu'il pouvait montrer à l'autre de lui-même. Et ça m'a beaucoup intéressé, cette richesse de l'incongruité finalement, que pouvait incarner, à mes yeux en tout cas, Jacques Ardouaneau. Ce qui m'amène aussi à mettre l'accent sur l'esprit libre, pour reprendre la belle formule de Jean-Marie Brome, hein, dans son propre texte, a mis en titre, hein, puisque effectivement c'est une autre façon aussi de voir Jacques Ardouaneau, hein, comme vraiment un esprit libre, qui ne s'est jamais enfermé, hein, dans telle ou telle école ou tel courant, mais qui a su, ou en tout cas qui a pu peut-être plutôt, être à chaque fois à la frontière, en tout cas à tisser, à relier des approches, des conceptions, des philosophies, voire des épistémologies différentes, et peut-être que ça sera un peu plus explicite lorsque je reviendrai sur la multiréférentialité. Le texte de Jean-Marie Brome aussi, je trouve, nous laisse savoir quel ami pouvait être Jacques Ardouaneau, et le sens très fort de l'amitié qu'avait Jacques. Voilà, on a des témoignages de Gaston Mialaret, d'André de Peretti, de Max Pagès, etc. Jean-Marie Brome, hein, lui-même, le sens de l'amitié que pouvait avoir Jacques Ardouaneau, pour aussi faire un peu contrepoint à cet aspect ombrageux qu'il pouvait renvoyer. Et finalement, ça m'a fait penser au lien entre les humanités et la notion d'amitié. Et je pense que pour moi, Jacques Ardouaneau était un de ceux-là, un de ces penseurs des humanités, pour employer ce terme un peu peut-être désuet, mais qui ne l'est pas tant que ça, à mon avis, surtout dans la période actuelle. Et qui pouvait peut-être pas tant chercher la vertu comme base de l'amitié, hein, tel que pouvait le concevoir Aristote, mais plutôt de voir la vertu de l'amitié elle-même en tant que telle.
En tout cas, j'espère avoir été, en tout cas pour un moment, peut-être un peu son ami dans les échanges que j'ai pu avoir avec lui. Jean-Marie Brom aussi met l'accent sur sa conception du sujet, hein, et le lien qu'il faisait, et je pense qu'il l'a travaillé un peu toute sa vie, du lien entre le sujet et l'éducation, pour voir d'ailleurs le sujet, enfin le devenir sujet, hein, comme le fondement même finalement peut-être de toute éducation, au-delà des différences culturelles. Et à travers cette conception du sujet qui se construit dans une praxis, hein, c'est-à-dire dans une pratique réfléchie, qu'on va retrouver d'ailleurs hein, dans l'analyse multiréférentielle. C'est ce qui m'a permis, autorisé à le finalement le voir, Jacques Ardoineau, comme un des précurseurs finalement de l'analyse des pratiques professionnelles. Je ne vais pas forcément développer hein, chaque partie de l'ouvrage. Je tiens quand même à signaler que dans la deuxième partie, qui est plus consacrée au travail que trois d'entre nous, trois psychosociologues, on peut faire sur certains aspects de son œuvre. Vous trouverez, là du coup, je laisserai David développer toute une partie très aussi fouillée sur les rapports de Jacques Ardoineau à la notion de groupe, à la groupalité. Une autre partie écrite par Christian Michelot qui développe aussi en lien avec ses propres recherches une perspective très importante, très intéressante sur le rapport de l'hétérogène tel qu'il a été pensé par Jacques Ardoineau et la dimension de la recherche et la recherche-action. Et moi, je me suis consacré à la dimension de la critique, hein, la dimension critique, l'aspect critique dans l'œuvre de Jacques Ardoineau, qui était aussi, bien sûr, une de ses caractéristiques en tant qu'intellectuel. Avant de faire le lien avec la multiréférentialité, ou s'arrêter un peu plus sur cette notion-là, qui finalement, pour moi, relie tous les psychosociologues. Un mot quand même que j'ai pas d'ailleurs écrit en tant que tel dans le livre, sur ce que Jacques a pu m'apporter. Il m'a permis de penser par moi-même, avec l'autre, au-delà des jeux de séduction et d'identification, voire d'idéalisation, par lesquels la pensée cherche un maître ou une certaine maîtrise. Il m'a permis à m'autoriser à être sujet de ma pensée, en même temps que du langage qui la met en forme, cette pensée. Il m'a permis de comprendre qu'en fait, d'être sujet de sa pensée, c'est sans doute d'abord arriver à être sujet de ses actions, car la discussion suppose une praxis, un art, c'est-à-dire une pratique réfléchie de ses propres actes, à commencer par les actes du langage. Il m'a aussi appris que l'ontologie, la pensée de l'être, est toujours sous-jacente quand même à toutes les approches en sciences sociales, non pas seulement comme théorie implicite, comme je l'avais plus ou moins intégré dans une perspective plutôt socio-cognitive. Hein, on utilise ce terme des fois de théorie implicite des acteurs, mais pas non plus forcément comme philosophie en tant que telle, comme par exemple Deleuze ou Guattari pouvaient parler de la philosophie comme élaboration de concepts. Il avait un rapport d'ailleurs un peu nuancé en tout cas par rapport à cette notion de concept, mais bien comme question de l'être de savoir ou du savoir être, bien sûr, mais justement pour prendre un peu le contre-pied de cette notion de savoir-être qu'il a lui-même progressivement laissé tomber
au profit de l'esprit critique, plutôt de l'être, du savoir, de ce que le langage aussi, dans quoi nous engage le langage et l'usage qu'on fait du langage lorsqu'on parle de soi, et singulièrement quand on parle de sa pratique ou de ses actions, de ses actes, de ses postures, de ses positions et de ses hésitations. Euh, et cet être du savoir, finalement, est d'emblée ce que Jacques Ardoineau m'a permis, en tout cas, moi, de déconstruire. Alors, à partir, en particulier, bien sûr, de la multiréférentialité ou de l'analyse multiréférentielle. Juste un petit contrôle, je suis comment, point de vue temps Elvis, je pense que tu peux compter sur environ encore 10 à 15 minutes. Merci. Alors, j'en profite pour dire que cette notion est aussi, pour continuer en même temps à présenter l'ouvrage, est aussi reprise bien sûr dans le glossaire, hein, voilà, qui fait l'objet d'ailleurs de 2 entrées, parce que j'ai voulu du coup retranscrire plusieurs citations de Jacques Ardoineau, à la fois à travers l'entrée analyse multiréférentielle et aussi sur la notion de multiréférentialité en tant que telle. Mais pour vous inviter à consulter l'ouvrage, je rappelle quand même que ce glossaire propose l'entrée de toutes les notions importantes, hein, chez Jacques Ardoineau, que Jacques Ardoineau a maintes fois reprises, hein, remaniées à travers ses différents écrits. Celle d'altération fondamentale, bien sûr l'analyseur, la notion d'articulation en tant que telle, l'autorisation, le rapport entre autorité et pouvoir, le biologique, le mécanique, le complexe, le compliqué, la création, l'innovation, l'évaluation, le contrôle, hein, la dialectique entre les deux, qui me semble particulièrement d'actualité, l'hétérogène, le rapport entre information et communication, etc., etc. En tout cas, je voulais citer cela aussi pour, avant d'en venir un peu plus longuement sur la multiréférentialité, vous faire part aussi de l'intention que j'avais en dirigeant cet ouvrage et en ayant la chance d'échanger avec tous les co-auteurs qui ont bien voulu y participer. C'était l'idée de aussi faire savoir ce que quand même Jacques Ardoineau à plusieurs reprises élaboré, a innové aussi sur le plan théorique. Hein, Jean-Marie Brom met l'accent, hein, à quel point sur le fait qu'il était quand même assez innovant, hein, sur le plan théorique, notamment en sciences de l'éducation. Et pour aussi que chacun se rende compte que finalement, il y a beaucoup de docteurs actuels qui peut-être puisent, peut-être sans le savoir, mais dans des notions qui ont déjà été travaillées et réfléchies par Jacques Ardoineau. Donc je trouve qu'on a toujours, en tout cas, intérêt à y retourner. Voilà. En tout cas, je vous invite à le faire. Profitons en tout cas de cette soirée qui nous réunit pour en dire un peu plus quand même sur la multiréférentialité, parce que voilà d'ailleurs un terme qui est peut-être à la fois peut-être une notion des plus connues dans l'approche psychosociologique et en même temps peut-être qui reste assez finalement méconnu, en tout cas dans la façon dont Jacques Ardoineau l'a théorisé et comment d'ailleurs sa théorisation a évolué, hein, au fur et à mesure de ses propres réflexions et de ses propres rencontres aussi, hein, ces différentes rencontres dont les différents auteurs de l'ouvrage font part, en fonction de leur propre vécu et de leur propre travail avec lui. L'analyse multiréférentielle, finalement, au départ, c'est-à-dire au départ, on est plutôt autour de l'année 1966, hein, qui est l'occasion d'une double publication, finalement, d'un ouvrage sur la communication et l'information
où il présente ce qu'il appelle à l'époque son modèle d'intelligibilité des situations sociales, et dont une partie est reprise dans la préface, dont beaucoup de collègues en tout cas ont eu connaissance, à l'ouvrage de Michel Lobreau sur la pédagogie institutionnelle. Donc finalement, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à consulter ces deux sources. En tout cas, ces deux sources consistent à nous montrer que toute situation sociale, tout problème, tout ce qui peut poser problème pour les différents acteurs que nous sommes, est à chaque fois un croisement entre différents, alors ce qu'il appelle au départ des niveaux, différentes dimensions, différents registres. D'une part, il y a toujours des personnes, ou suivant l'approche, on peut appeler des sujets, des individus. On travaille avec de l'humain, donc il y a toujours des personnes. Mais dès qu'il y a plusieurs personnes, ou des personnes, voire même une personne seule, individuelle, il y a de fait toujours des interrelations en jeu. Et donc il y a toujours cette dimension-là de la relation humaine, qu'elle soit d'ailleurs physiquement vécue ou non, sur le moment. Mais il y a aussi toujours une dimension groupale. Il y a toujours du groupe, il y a toujours en jeu des rôles, différents rôles. En tout cas, c'est comme ça qu'il le définit au départ, hein, qu'il délimite un peu ces différents registres, ces différentes dimensions. Mais à travers ces rôles, ou derrière ces rôles, se jouent aussi différentes fonctions qui, du coup, montrent la dimension plus organisationnelle, qui est toujours en jeu. On est toujours pris, qu'on le veuille ou non, dans différentes organisations sociales, au sens large du terme. Déjà. Mais que, et là pour le coup, il reprend Jacques Ardonneau à ce moment-là, les travaux à la fois issus de la sociologie critique, mais aussi beaucoup du courant institutionnaliste, et notamment de la psychothérapie institutionnelle, qui fait une différence entre l'organisation et l'institution à l'époque. Pour entendre la dimension politique, à travers les institutions, qui sont aussi toujours présentes, plus ou moins en arrière-fond, de toutes les situations sociales. Donc finalement, l'analyse multiréférentielle consiste déjà à regarder ces différents aspects, ces différentes dimensions à l'œuvre, plus ou moins prégnantes, plus ou moins qu'on peut plus ou moins appréhender en fonction de notre implication dans la situation. Mais elles sont toujours présentes. Et un premier mouvement, si vous voulez, de l'analyse consiste à les distinguer, à ne pas prendre un registre pour un autre, ne serait-ce que pour comprendre que chacun de ces registres, la personne, les interrelations, le groupe, l'organisation, l'institution, est nécessairement irréductible l'une à l'autre, ou l'un à l'autre. C'est ce qu'il nomme très rapidement la dimension hétérogène de toute situation. Il n'y a pas de cohérence a priori. Et il n'y a pas une seule pensée qui peut d'emblée ramasser, rassembler, au sens premier du terme, au sens même philosophique du terme, toutes ces dimensions. On ne peut pas tout appréhender d'un coup. On ne peut pas en faire tout de suite une totalité. Il n'y a pas de totalisation en cours, pour reprendre une expression sartrienne, en tout cas de toutes les situations, si ce n'est cette totalisation qui est en train, qui est en cours, dans l'articulation, dans le rapport de ces dimensions, de ces registres, l'un à l'autre. Progressivement et assez rapidement, Jacques Ardonneau va moins mettre l'accent sur comment on regarde finalement ces situations que ce qui définit notre regard sur ces situations. C'est ce que je trouve des fois, c'est ce qui peut peut-être être un peu évacué ou un peu réducteur dans des fois certaines présentations un peu simplistes de ce que c'est que la multiréférentialité.
Alors ça vaut ce que ça vaut, mais je vous propose du coup de continuer à en parler, en tout cas de continuer à commenter un petit peu cette multiréférentialité à travers un petit schéma que j'ai prévu de vous montrer. Est-ce qu'il apparaît? Oui, Elvis. C'est bon? Bien. Alors, je tiens tout de suite à dire que c'est ma propre réflexion, c'est un prolongement possible de la compréhension notamment des enjeux épistémologiques de l'analyse multiréférentielle. Je veux juste mettre l'accent sur le fait que non seulement l'analyse multiréférentielle nous dit que la situation est toujours plus hétérogène qu'elle y paraît au départ, mais que notre regard lui-même donc doit se diversifier, doit être pluriel. Ça ne serait pas être dans une approche multiréférentielle de voir tous ces registres, toutes ces dimensions comme uniquement justement des dimensions qui pourraient être regardées de la même manière, à partir du même point de vue. Il faut forcément différents points de vue pour arriver à rendre compte un peu de la complexité de toute situation humaine et sociale. En quelque sorte, alors là, c'est pas Jacques Ardonneau qui fait référence, mais moi, je trouve que ça s'articule très bien avec la façon dont William Thomas et Florent Zianecki parlaient de la définition de la situation, suivant les acteurs dans leur fameuse étude sur le paysan polonais dans les années 20. La définition de la situation, suivant Thomas et Zianecki, en fait, considère qu'il y a toujours une interrelation entre la dimension objective, ce qu'on peut objectiver d'une situation, et toujours les déterminants subjectifs, et donc la disposition des sujets dans la situation. La situation et la façon dont les acteurs réagissent à la situation en situation est toujours dépendante de la façon dont les acteurs définissent la situation dans laquelle ils sont. Et je pense que l'analyse multiréférentielle permet de prendre ça en compte. C'est-à-dire que ce qui importe le plus finalement, c'est pas uniquement comment nous, en tant qu'intervenants, même en tant qu'observateurs, on conçoit ce que c'est que la dimension personnelle, interrelationnelle, ou pas organisationnelle ou institutionnelle. Non, ce qui est intéressant dans l'analyse avec les acteurs, avec les personnes avec qui on travaille, c'est d'arriver à comprendre et d'arriver à faire expliciter comment eux-mêmes voient ce que c'est que les personnes, ce que sont que les personnes, les interrelations, le groupe, l'organisation ou l'institution. Comment eux-mêmes définissent ce qui correspond à ces différents registres pour eux. Donc l'analyse multiréférentielle est d'abord Jacques Ardonneau utilisait le terme de polyglossie, c'est-à-dire la capacité à aussi utiliser différents langages, de mobiliser différents registres qui, encore une fois, peuvent être contradictoires les uns avec les autres pour arriver à avancer dans une certaine compréhension de la complexité. C'est en fait la mobilisation d'une constellation d'idées qui renvoie aussi à une diversité, à une différence de rapport au savoir et y compris de rapport à la pensée d'ailleurs. Et c'est ce que ce schéma essaie d'illustrer. L'analyse multiréférentielle pourrait du coup être conçue comme une approche proprement psychosociologique qui, d'une part, donc, ne veut pas rabattre une dimension sur une autre, mais qui ne veut pas non plus considérer ces registres justement comme uniquement des dimensions qui finalement participent de la même réalité, mais qu'en fait, il y a du point de vue des acteurs, différentes réalités, différents rapports à la réalité qui sont en jeu. Puisqu'à chaque fois, il y a la dimension personnelle qui, quelles que soient les conceptions, les approches, en tout cas dans une conception clinique,
renvoie au moins à travers les aptitudes, les représentations, mais aussi les désirs, les pulsions, les intentions, à forcément le rapport entre le conscient et l'inconscient. Et donc, au-delà de la conception et de ce qu'on peut rattacher au mot même de personne, l'idée c'est d'aller un peu plus loin et d'entendre, d'écouter ce qui est du registre conscient et ce qui est du registre inconscient. Même chose, au-delà des représentations et des conceptions de ce que c'est que la relation ou l'interrelation. D'ailleurs, vous remarquerez en passage que Jacques Ardano ne reprend pas là le terme d'interaction. Justement, peut-être c'est une invitation à entendre, au-delà de cette dimension a priori interrelationnelle, ce qu'il est du registre de l'interaction en tant que tel et du transfert et des processus transférentiels. En deçà ou sous-jacent à toute relation. Même chose, je continue à commenter mon schéma sur la dimension groupale, aller un peu en deçà des représentations ou de la perception de ce qui serait un groupe, de ce qui ferait un groupe, à essayer d'aller un peu plus loin pour comprendre finalement quel est le rapport entre la dimension collective et la dimension proprement intersubjective. Même chose, si on continue à dérouler en tout cas dans ce sens-là, Oui. au-delà de ce qui est perçu comme problème, difficulté organisationnelle par exemple, à comprendre finalement qu'est-ce qui est du registre formel, de ce qui a une forme, même sur le plan psychique, et ce qui n'en a pas, ou pas encore, et ce qui est du registre de l'informel. J'ai pas le temps, mais on pourrait faire le lien avec plein de travaux de psychanalystes aussi, qui ont repris cette question-là, de l'informe et du monstrueux. Oui. En effet, rapport au temps, peut-être terminer par ce que tu avais le souhait Ouais. de pouvoir. Ça va, ouais. Je déborde déjà. Un tout petit peu, on y est, mais te laisser. Eh ben, écoute, voilà, je voulais juste terminer, voilà, justement, mon intention, c'était de terminer justement sur je te remercie, Hicham. Bon, ça va, ça cadre à peu près avec la temporalité que j'avais en tête. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, d'ailleurs, pour éviter de penser ça uniquement comme des dimensions, je pense qu'il faut penser ces différents registres comme autant de temporalités justement différentes. Et comme Hicham vient de me rappeler l'autre temporalité aussi qui est liée à l'institué, peut-être aussi de ce mode de webinaire. En tout cas pour l'institution, bien sûr. Voilà, juste, j'ai pas le temps de développer, mais pour aussi là, pour le coup, m'appuyer sur la philosophie, notamment de Castoriadis, Cornelius Castoriadis, sur le rapport entre l'instituant et l'institué. Voilà. Donc l'idée, en tout cas, pour conclure là-dessus, c'est que d'entendre que derrière, puisque c'est explicitement ce que Jacques Ardano nous proposait, à travers cette analyse multiréférentielle, d'avoir une lecture plurielle et dialectique de la réalité sociale. On peut concevoir que toute situation sociale, finalement, est une dialectique à chaque fois entre le conscient et l'inconscient, l'interaction ou les interactions ou le transférentiel, le collectif, l'intersubjectif, le formel, l'informel, et l'institué et l'instituant, sans forcément présumer du rapport entre l'un et l'autre. Mais peut-être qu'en tout cas, ces différentes dialectiques convergent vers un centre qui est peut-être justement ce que Jacques Ardano appelle l'hétérogène ou que d'autres ont pu appeler le vide ou l'abîme, le sans-fond, le réel chez Lacan. Voilà, c'est juste une invitation pour faire le lien avec d'autres approches, d'autres conceptions. Merci juste beaucoup, pour Louis. du coup terminer, et j'en arrête juste là. En tout cas, c'est un bon moyen, à mon avis, une bonne ouverture pour se faire rencontrer à la fois les personnes et les groupes, les institutions et les organisations dans la réalité, et notamment peut-être aussi pour penser ce que c'est qu'un groupe d'un point de vue psychosociologique, ce dont David va nous parler ensuite. J'arrête là. Temps qui est prévu en effet à venir avec David Faure. L'occasion de vous dire que
Merci beaucoup Elvis tout d'abord pour ton intervention. Contrainte par ce temps, participe de l'instituer de quelque chose en effet. Euh, Vous dire en tout cas que vous êtes plus de 60, il faut que j'actualise un petit peu les compteurs. On approche les 70 participants, certains n'ayant pas pu nous rejoindre avant et un replay leur sera mis à disposition. Peut-être avez-vous découvert en lisant dans le chat qu'il y avait un temps de questions-réponses de prévu. On arrive à ce premier temps, après cette première intervention d'Elvis, un temps qui vous permet, on en a vu au moins quelques-unes, on a essayé d'y répondre, de nous adresser vos questions écrites, voilà. Pour nous, ça nous permet de les prioriser, mais également à compter de maintenant de lever la main. Et parmi vous, il y a au moins une personne déjà qui a levé la main, et il y a une question qu'on souhaitait partager avec toi, Elvis. À la question que je retrouve, la voilà, euh, sur les références, voilà, tant des auteurs que tu évoquais, voilà, au gré de ton intervention, ou de références de livres que tu as pu mentionner. Le plus simple pour retrouver les références, ça serait. J'aurais envie de renvoyer à l'ouvrage dont la bibliographie est fournie, en fait, évidemment, mais oui, Est-ce que j'ai arrêté le partage là? Excuse-moi, l'écran. C'est oui, bon? bien sûr, Elvis, oui, oui. Il y avait Oui, une donc question sur les références, voilà. la question, c'est les références sur les auteurs là que je viens de citer. Hmm. C'est ça? Donc, bon, bah, voilà, je rappelle aussi, d'ailleurs, oui, dans la présentation de l'ouvrage, c'est vrai que j'ai pas dit qu'il y a une bibliographie, voilà, très conséquente qui ne peut pas être exhaustive parce que Jacques Ardeno a beaucoup, beaucoup écrit et beaucoup publié, mais qui s'est centré quand même, et j'ai essayé quand même de repérer un peu tous les textes qui, au moins, concernent directement la psychosociologie ou l'approche clinique. Donc ça, c'est dans l'ouvrage, donc à la rencontre de Jacques Ardouaneau. Là, je ne peux qu'inviter aussi à aller voir du côté forcément des textes d'Ardano lui-même, voilà, des livres de Jacques Ardano lui-même. Là, j'en ai cité deux sur l'analyse multiréférentielle, enfin deux références, en tout cas que vous retrouvez dans l'ouvrage et que ça me donne l'occasion aussi de faire le lien. Alors, c'est peut-être un petit peu en décalage par rapport à la question, si c'est uniquement des références en lien avec ce que je viens de dire, mais il y a aussi tout ce que le livre et là, mon exposé n'a pas pris en compte, c'est tout ce que a pu être dit de façon tout à fait pertinente par les deux auteurs des ouvrages qui ont précédé celui-ci. Et donc, j'en profite du coup pour citer à la fois l'ouvrage de Campini et de Verrier, voilà, hein, qui ont publié deux ouvrages, voilà, très très intéressants, du vivant du coup, de Jacques Ardouaneau. Merci, Elvis. Euh, je vais tenter de donner la parole dans très très peu de temps à quelqu'un qui a levé la main, te livrer par contre dans le droit fil de ton intervention une question qui porte sur les termes formels, informels et le non formel, nous demande Oui, ton nous demande, non c'est pas Christian Denis. oui. Alors, Je serai obligé à y répondre dans l'instant, puisqu'à un dernier temps après l'intervention de David ben justement, reste. on est comment au point de vue temps? Parce qu'on s'est dit, Il voilà, faudrait il faudrait qu'on les courte et qu'on prenne, voilà, faut surtout pas empiéter sur l'intervention de David. si On est possible, mais comment te là, point de dire vue que temps? cette question est posée, formelle, informelle et non formelle. Voilà, une question que je te propose à laquelle je te propose de réfléchir. Je vais donner par contre la parole à Jean Chamy, s'il souhaite toujours la prendre. Je m'en occupe immédiatement. Et tout de suite après, l'intervention de David pour qu'il ait à la fois le temps de faire sa présentation et que l'on ait un temps de questions-réponses ultérieur. Je la note pour tout à l'heure. Merci, Élise. Participants, hop. Questions-réponses, main levée. Voilà, tout petit instant. Voilà. Je vais vous promouvoir à la prise de parole. Permet de parler. Votre micro est désormais activé. Votre caméra reste éteinte si vous le souhaitez. Ne vous obligez en rien à l'allumer. Mais vous pouvez parler, Jean Chamy. Oui, mais j'ai dû faire une fausse manœuvre. Je ne souhaitais pas prendre la parole maintenant. Très bien. On vous garde pour plus tard alors. À tout Oui. à l'heure. J'en profite pour passer la parole dans ce cas-là à quelqu'un d'autre qui l'avait demandé. Et ce sera. Hop. Et voilà. Activer le son. Oui, Bonjour bon, Christian. vous m'entendez, vous me voyez ou pas?
Parfaitement. Ok. Bien, bonsoir, bonsoir Elvis, bonsoir à tout le monde, hein, y compris les personnes que je ne vois pas, si on est nombreux. Bien, merci Elvis pour la récapitulation que tu viens de faire de quelques notions clés quand même. Chez Jacques, en rappelant la multiréférentialité, ses différents aspects, et ton schéma était assez clair, il me semble, hein. Oui, oui, tout à fait. Bon, mais je pense aussi qu'il y aura un temps qui sera laissé. Je pense que vous l'avez prévu. Mais si c'est pas prévu, c'est pas très grave. Mais juste le rappeler, c'est l'aspect clinique qu'il y avait aussi à côté du théoricien chez Jacques, l'aspect clinique que l'on voyait très très bien lorsqu'il était psychodramatiste. Voilà, je dirais que cela. Merci. On passe donc la parole immédiatement à David pour que soit préservé le temps de questions-réponses que nous souhaitions avoir également pour lui derrière. Et Merci Christian. Alors, bonjour. Je ne sais pas si vous pouvez me voir aussi. Est-ce que l'autre peut activer la vidéo? J'ai un Ah, parce message. que moi, je ne te vois pas. Ouais. voilà, peux-tu? Merci Ok. beaucoup David. Navré pour ce, Merci. ce clic malheureux. Voilà. Mais non, mais je voulais commencer d'ailleurs, donc bonsoir à tous, mais je voulais commencer par te remercier, Hicham, de nous conduire dans ces espaces virtuels qui ne sont pas évidents. Et voilà, donc ici, de mon côté, ça s'apparente plutôt à un exercice radiophonique, presque. Voilà. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Merci beaucoup au comité éditorial de la collection, donc Jacques Binot, Jean Chamy, Chantal Imbert, Christian Michelot, Bernard Pueyo. Merci aussi à Elvis de m'avoir associé à la coécriture donc d'un chapitre de ce livre et de m'associer à la présentation de ce livre ce soir. Euh, et ce chapitre où tu m'as sollicité sur la question du groupe selon Ardoano. Donc, l'idée que tu nous as fait partager était de rendre possible la rencontre, hein, avec cet auteur, donc, comme tu l'as dit, qui est un auteur clé de la psychosociologie, et de faire sentir l'actualité de ses propos, ou une certaine actualité de ses propos. Donc, moi, c'est une référence, c'est un auteur qui m'est devenu de plus en plus familier au fil du temps, hein. Et donc sur la question du groupe, pour ce soir, compte tenu du temps, je ne reprends pas tous les différents aspects que j'ai un petit peu développés là dans le chapitre, mais plutôt sur finalement un peu le vif de ma rencontre avec Jacques Ardoano à l'occasion de ce chapitre, de la rédaction et donc de ce travail. Et donc ce qui m'a particulièrement intéressé, c'était effectivement le fait la manière dont il nous a précédé, hein, sur la relation entre psychosociologie et approche psychanalytique du groupe, et plus particulièrement, hein, comme tu l'as dit, qui passe notamment par la rencontre et la rupture entre Ardoano et Anzieux en 1962. Donc, pour moi, cette relation, hein, de la place de la psychanalyse, finalement, c'est toujours une question vive, je crois, pour nous, psychosociologues. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'était de pouvoir revenir un petit peu dans ce temps un peu héroïque là, des débuts de la psychosociologie, pardon, où voilà, on peut essayer de regarder cette histoire dont on hérite et dont on ne sait plus trop qui est le sujet à un certain moment. Voilà. Donc, je voudrais commencer par un petit mot de méthode, puisque je me suis essentiellement appuyé sur les écrits de Jacques Ardoano. Donc, tu as dit qu'ils étaient très nombreux, Elvis, mais aussi un certain nombre des contributeurs ont été soit étudiants, soit collaborateurs avec Jacques Ardoano, ce qui n'a pas été mon cas. Je l'ai rencontré un petit peu au CERFIP. Voilà, donc je me suis plongé dans ses écrits, et il faut dire que c'est un vrai jeu de pistes euh, dans lequel il faut pouvoir rentrer, hein. Il y a beaucoup de rééditions, des livres qu'on ne trouve plus, des livres qui deviennent des chapitres ou des parties d'ouvrages, hein, notamment le livre qu'il écrit, et qui est un des premiers livres sur le groupe de diagnostic en 1962,
qui devient après la deuxième partie des propos actuels sur l'éducation, et puis à partir de 65 au moins, et qui, par exemple, disparaît dans la dernière édition de 2004. Voilà, donc il y a un petit peu, il faut suivre les textes, et au fur et à mesure des éditions et des rééditions, ben, on voit qu'il y a des petits passages qui s'ajoutent ou qui sont enlevés, des protocoles qui sont ajoutés à la fin. Voilà, il y a c'est toute une rencontre aussi avec une manière d'écrire et de publier, et ça me semble aussi important. Ce que je veux dire par là aussi, c'est qu'il faut un peu de patience, hein, pour rentrer dans cette écriture, dans ces rééditions, mais qu'il y a des surprises tout à fait intéressantes quand on se prend au jeu. Et moi, j'ai particulièrement découvert à quel point Ardoino est un chroniqueur du mouvement psychosociologique depuis les années 60, hein. Et donc, évidemment, une des idées de cet ouvrage et de l'exposé aussi, c'est d'inciter à aller voir ces textes, mais Elvis l'a déjà dit. Donc, en me laissant aussi entraîner dans cette enquête, j'ai aussi pris conscience qu'effectivement, il y a un peu une bascule peut-être, et que voilà, on allait s'intéresser aussi, on pouvait s'intéresser aux textes et aux auteurs de la psychosociologie, en particulier d'Ardoino, en partant des archives, en fait, et plus seulement, ou plus, voilà, de témoignages directs. Donc, c'est ce que j'ai aussi découvert, hein, c'est que Ardoino, il me semble, avait un sens tout à fait aigu de l'archive. Donc, on connaît son épistémologie du témoignage, hein, mais il me semble que dans l'ensemble de ses écrits, il a laissé beaucoup d'indices et d'informations qui permettent de reconstituer de l'histoire, alors pas seulement son histoire, mais vraiment l'histoire de la psychosociologie. Et donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jeter un œil aux protocoles, donc qui sont des comptes rendus quasiment exhaustifs, des verbatims de groupes de diagnostic, de groupes de formation, notamment ceux qu'il a conduits dans les séminaires de psychosociologie industrielle. Donc ce sont des mines d'informations, mais je dois avouer qu'effectivement au départ, euh, c'était pas du tout évident de rentrer dedans. C'est un petit peu austère. Donc j'ai cru trouver une clé qui m'a beaucoup intéressé et qui constitue un petit peu le fil rouge de ce chapitre, hein, c'est son intérêt pour la symbolisation et les images dans les groupes. Alors on peut dire qu'il n'est pas du tout le seul à s'y intéresser, mais c'est important, je crois, de voir comment ça se constitue vraiment au tout début de la psychosociologie, hein. Et je me suis aperçu qu'en fait, il parlait surtout de ça dans ses protocoles, hein, où on le voit aussi animer les groupes. Donc c'est tout à fait intéressant. Donc on sait que Max Pagès a aussi a eu cette démarche de publier des protocoles de groupe dans la vie affective des groupes, mais c'est seulement plus tard, c'est publié en 84. Donc ça m'a conduit à pouvoir rentrer dans cette matière, mais ça m'a conduit aussi à la question du conflit avec Didier Anzieux, et de là donc au rapport entre psychosociologie et psychanalyse de groupe. Et sans doute un des signes les plus évidents de ce conflit, hein, et peut-être connu de vous, c'est le fait que dans une scène que Anzieux décrit dans Le groupe et l'inconscient, ou peut-être vous l'avez lu, hein, où il décrit l'animation d'un groupe de militaires au moment de la guerre d'Algérie, et donc qui est particulièrement résistant. Et donc il décrit le travail, la complicité dans l'animation avec un animateur qui reste anonyme et qui est donc en fait Jacques Ardoino, comme sans doute beaucoup le savent. Et donc ça m'a interrogé, hein, comment on peut avoir cette complicité très forte et inventer l'aparté public comme technique de régulation de groupe et ne pas mentionner le nom de la personne avec qui on travaille. Donc pourquoi ce conflit alors que tout semble bien commencer entre eux? Donc, avant la rupture, il y a une rencontre, hein. Ardoino et Anzieux se rencontrent en 1956 à Strasbourg, où Anzieux est professeur et où Ardoino se rend en tant qu'assistant itinérant pour diffuser les sciences humaines. Et il me semble que l'entente a dû être assez forte et assez immédiate, puisque dès l'année suivante, en 57, Anzieux, on pourrait dire, emménage avec ses amis et le groupe qu'il a constitué autour du psychodrame à Lancha, donc
qu'a cité donc Elvis tout à l'heure, donc créé en 56 et dont Arduano est secrétaire, et c'est la structure qui lui permet de faire des interventions, et ses premières interventions psychosociologiques. Et ils constituent ensemble, là, donc, une section, le groupe français de sociopsychologie, pardon, sans doute pour ne pas dire psychosociologie, ça aurait été trop simple. Voilà, il y a quand même, je tiens peut-être quand même à le citer, hein, Jean-Yves Martin, Jean-Bertrand Pontalis, Paulette Dubuisson, Geneviève Testemal-Monod, qui sont déjà engagés dans des recherches avec Anzieux. Je note aussi que Anzieux a été lui-même, aussi en 56, grande année donc, moniteur d'un des tout premiers séminaires de dynamique de groupe en France qui a lieu à Samois et qu'il anime en tant que moniteur, on disait comme ça, aux côtés de Claude Faucheux et de Jacques Van Boxtal. Donc à ce moment-là, Anzieux est déjà très très intéressé par ce qui arrive donc des États-Unis, comme on sait, hein, autour de la dynamique de groupe. Et la rencontre, pour moi, elle se joue, je fais cette hypothèse-là, les lectures de leurs textes, autour de l'intérêt très très vif pour les images. Hein. Et c'est Anzieux qui a cette expression, hein, le groupe comme lieu de fomentation d'images. Hein. Et voilà, c'est aussi l'endroit du point de rencontre avec la perspective psychanalytique. Donc, en 1962, dans le livre cité, hein, sur le groupe de diagnostic, Arduano caractérise même l'approche de Lancha par cet intérêt pour les images et la symbolisation et par l'approche psychanalytique par rapport aux autres courants qu'il décrit dans ce livre. Donc je le cite, l'approche psychanalytique du déroulement d'un groupe de diagnostic va entraîner, plus que dans d'autres styles ou approches, la prise en considération du matériel symbolique contenu dans les productions des participants. À quoi on pourrait mettre, j'ai mis en parallèle une citation d'Anzieux de 1963. Nulle mesure ne pourra œuvrer avec efficace si elle ne tient compte concrètement de la réponse suivante, deux points. Entre les hommes s'interposent des images. Ils ne communiquent pas directement entre eux, mais parlent à des images, pour des images. Ils écoutent et interprètent selon ces images, et un vrai échange requiert de les déchiffrer au préalable. Voilà. Pour dire leur point d'accord. Le conflit maintenant. Donc en 62, donc le conflit éclate. Donc si on dit que c'est seulement un conflit interpersonnel, on n'aura pas fait son travail de psychosociologue. Hein. Donc je pense que, suite à ce que j'ai dit là, je pense que c'est d'abord un conflit d'iconophiles, donc d'amateurs d'images. Donc il n'y a pas d'iconoclaste, on est à Paris et pas à Byzance. Hein. Mais le conflit porte alors sur l'interprétation et l'usage des images dans le groupe et dans sa conduite. Il y a aussi bien sûr une dimension institutionnelle, puisque avec le départ, hein, puisque Anzieux quitte avec son groupe là, et ses collègues hébergés momentanément à Lancha, ils vont créer donc le CEFRAP en 62. Et sans doute faut-il donner un contenant propre aux différents sens du terme à une nouvelle démarche. Donc Anzieux et son équipe quittent Lancha avec un véritable programme de recherche. Donc, c'est dans un article de 1963 sur la projection dans les groupes que se crée en fait, se dit cette rupture et le décalage avec l'approche psychosociale et psychosociologique. Et donc, à partir de là, ben voilà, on sent aussi que Anzieux se lance aussi dans une sorte de conquête, hein, ça a été dit, ce terme a été utilisé, donc la conquête du groupe par la psychanalyse et donc l'idée que c'est un nouvel objet, un nouveau continent, on pourrait dire. Voilà. Donc, après cette rupture, donc, je n'ai pas de témoignage sur des réactions d'Arduano à cette rupture. Un certain temps après, il semblait le prendre plutôt tranquillement, mais sans doute par rapport au caractère que tu nous as décrit, Elvis, ce n'était pas forcément le cas. Mais voilà, d'abord, donc il continue son chemin du côté de la symbolisation. D'abord, ça semble très parallèle. En 65, il exprime, hein, il écrit qu'il est possible de formuler l'hypothèse que le groupe exprime par des symboles collectifs sa vie sociale et émotionnelle profonde. Voilà. Chacun dans le groupe réactivant ses mythes personnels à travers cette élaboration commune de mythes collectifs. Donc on pourrait dire qu'il y a une démarche
tout à fait parallèle avec celle d'Anzieux, mais en 66, il se tourne vers d'autres théorisations, hein. Dans la troisième édition de Communication et relations humaines, il s'appuie d'abord sur un essai de Paul Ricoeur, donc, qui est paru l'année précédente, de l'interprétation, essai sur Freud, pour expliciter la fonction du symbole et du mythe. Et il prend chez Ricoeur en particulier l'importance de l'équivocité du symbole qui oblige à interpréter. Voilà. Il s'appuie aussi sur Lévi-Strauss, hein, et en particulier, il voit le mythe comme une tentative du groupe, hein, pour résoudre syncrétiquement la contradiction entre l'individu et le groupe. Le mythe est un trait d'union et de réunion. Voilà. Donc le chemin autour de ces images enfin, la théorisation fait son chemin, mais elle n'est pas principalement psychanalytique. Et donc, voilà, en fait, ce qui me paraît important là aussi, c'est que dans ce même texte, euh, Ardoano souligne la manière dont il s'intéresse à cette activité des groupes et à la subjectivité. Il dit en quelque sorte qu'il faut défendre la part irrationnelle du sujet, telle qu'elle apparaît à travers les images dans le groupe. Il dit le mythe, symbole du chaos et de l'ignorance par opposition à l'ordre de la science et de la raison humaine, est en même temps la seule porte demeurant grande ouverte à l'aventure humaine. Donc là, moi, je me suis retrouvé dans cet attachement à une sorte de défense de la subjectivité. Ensuite, il passe à la multiréférentialité. Je ne vais pas développer, mais il produit un dernier texte en 1971 qui est une préface au livre de Gilbert Tarave, Mythes et symboles en dynamique de groupe. Et donc, la partie théorique est la préface d'Ardoano, comme il le fait souvent dans ses préfaces. Voilà. Du côté si je reviens un peu à la réaction d'Anzieux, hein, il y a vraiment des traces très fortes du rejet de la démarche et de la période psychosociologique par Anzieux. Alors, il y a des citations, je vous en donne qu'une, hein, mais il dit ben, sur la fin des groupes, hein, il dit on se rassurait en contemplant le graphique ascensionnel de la moyenne des notes mises par chacun à la fin de chaque séance, par exemple. Et là, ça fait référence très directement à tout ce qu'on trouve dans les séminaires d'Ardoano, en fait. Donc, voilà, l'attaque, on pourrait dire, est directe. Donc, je me suis interrogé évidemment sur pourquoi cette violence. Il y a des formulations, je ne vais pas là dans le détail, mais qui montrent que c'est vraiment clairement à charge, hein. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais je l'ai vu comme une sorte, finalement, peut-être comme une sorte d'auto-exorcisme, hein, une sorte de rituel de purification pour expulser quelque chose, hein, qui répugnait particulièrement à Anzieux, hein. C'est sans doute le fait d'avoir été psychosociologue à un moment, hein, avant de s'en distinguer. Euh, voilà, et on peut dire que c'est plutôt une démarche presque d'autocritique. Donc sur ce point, j'ai cherché finalement et trouvé un peu des explications. On les trouve particulièrement chez René Caès, donc compagnon de route d'Anzieux, hein, dans notamment l'écrit qu'il fait sur l'invention de la psychanalyse de groupe dans l'ouvrage Portrait d'Anzieux avec groupe de 92. Hein. Il revient sur le contexte en fait de ces années-là et il, euh, il met en lien deux aspects, les ruptures et les créations institutionnelles au sein du mouvement psychanalytique français dans les années 60, dans le sillage de la scission lacanienne. Donc voilà. Et deuxièmement, il dit, la critique que des psychanalystes naguère liés à Lacan font de la psychosociologie, notamment de la dynamique des groupes et du morénisme, spécialement de leur imaginaire de la guérison sociale par le psychodrame et la sociométrie. Hein. Donc, et Caès dit explicitement, il y a un lien entre les deux. La critique de la psychosociologie, en fait, elle est liée à, euh, à la nécessité, notamment pour Anzieux, de se positionner par rapport à Lacan, hein, avec lequel il a fait lui-même rupture. Donc, pour rester dans les temps,
KS, dans l'édition de 2009 où il reprend sur le travail de l'inconscient, il reprend beaucoup d'articles d'Anzieux et à chaque fois il fait des préfaces, des introductions. C'est tout à fait intéressant pour resituer le contexte. Et il dit en particulier dans l'article de 73, là, dont je citais qu'une seule charge contre la psychosociologie, mais il dit, en fait, à ce moment-là, nous continuons à nommer groupe de diagnostic ce qui est pensé comme une situation de travail psychanalytique dans un dispositif de groupe. Nous nous désignons comme moniteurs et c'est ainsi que les participants nous appellent, alors que notre fonction est celle de psychanalyste. Voilà. Donc, il insiste sur ce décalage et particulièrement sur ce qu'il en coûte de ce décalage. Et il en explique la raison en disant que, en fait, il y a il dit, voilà, c'est compliqué, tant l'inhibition demeure de nous nommer nous-mêmes psychanalystes dans cette situation. Donc on comprend que le destinataire, hein, du conflit se situe bien d'abord sur la scène psychanalytique et dans le rapport à Lacan, beaucoup plus en fait que directement avec la psychosociologie dans ce contexte-là. Euh, voilà, donc euh, EKS est lui-même beaucoup plus nuancé, hein, sur les apports de ce qu'il appelle la microsociologie ou de la psychologie sociale. Donc on constate que peut-être le terme psychosociologie ne peut quand même toujours pas être tout à fait nommé, mais néanmoins il dit, mais en fait voilà, il y a différentes voies, elles peuvent coexister, hein, ce sont des courants épistémiques différents. Donc pour ma part, aujourd'hui, il me semble que le retour à ce débat, hein, et à la manière dont ça s'est cristallisé, permet de prendre conscience, en fait, d'une certaine manière, de la force des continuités autant que des ruptures, hein. Moi, j'ai retrouvé dans ces textes des années 60 des références à une manière de penser dont qui me semble m'a été transmise assez directement, hein. Même si je me retrouve aussi plus dans la multiréférentialité, qui est donc le positionnement d'Arduino que Elvis a développé, euh, et donc qui donne une place à la psychanalyse, mais qui ne lui donne pas toute la place. Donc là, moi, je me retrouve aussi dans cette sorte d'ambivalence, je ne sais pas, d'Arduino, qui s'appuie vraiment sur l'anthropologie psychanalytique comme étant vraiment au cœur de son attention dans les groupes et du sujet, mais qui en même temps reste une référence parmi d'autres. Voilà. Et il me semble comprendre en revenant sur ce débat que c'est précisément ce qui n'était pas possible, en tout cas à l'époque. Euh, on pourrait dire dans l'effort, on pourrait dire d'arrachement, hein, et de conquête des concepts de la psychanalyse de groupe par Anzieux et son équipe. Voilà. Donc, sans doute, ça reste présent comme un facteur différenciant dans nos postures, hein. Pour certains, ben voilà, il est possible de travailler avec une certaine complexité de références, et peut-être que pour d'autres, cette pluralité est plus difficile au sens où elle ne donnerait peut-être pas assez d'étayage, hein. Donc voilà, en tout cas, il me semble que c'est une divergence ou une différence de posture qui doit peut-être questionner chacun d'entre nous, chacun en tant que psychosociologue ou psychanalyste de groupe, voilà, et qui dit peut-être quelque chose sur les choix que nous faisons et qui sont, comme on sait, pas toujours des choix très conscients. Voilà, je m'arrête là pour garder 10 minutes. Merci beaucoup, David, pour l'exercice de style auquel tu t'es plié avec beaucoup de rigueur. Et te signaler que, bon, d'un commun accord, on pourrait décider de ne pas terminer à 19h30 précise s'il y avait des demandes, voilà, d'interaction. Il y en a eu quelques-unes, on va essayer de les prendre rapidement. Notamment une à laquelle peut-être tu choisiras de répondre, ou Elvis, que je vais épingler également pour qu'il nous rejoigne. Euh, voilà. Il y avait notamment une question relative au groupe de base et groupe de travail, faisant référence plutôt à Bion, si on reste un petit peu dans voilà, ces ces questionnements autour des rapports, Ah, psychanalyse et... je peux Vas-y, dire vas-y, David. deux mots.
Alors, donc, comme j'ai dit, d'ailleurs, j'en ai parlé, on voit la référence à Bion arriver à un moment dans un des textes, hein. Donc, et voilà, Ardoineau, dans son rôle de, voilà, il note, il lit tout ce qui arrive et il en prend en compte. Par contre, j'ai pas vu de référence très explicite à Bion dans ses textes. Voilà, donc il me semble qu'il connaît, mais que c'est pas son approche centrale. Voilà, pour répondre très rapidement. Moi, je veux bien reprendre du coup voilà, certaines questions qui ont été posées tout à l'heure. Peut-être aussi pour, je trouve que ça serait très intéressant aussi que tu donnes ton avis, David, sur la dernière question qui est arrivée entre enfin, le lien entre la rupture Anzieux et Ardoineau et est-ce qu'il y a un lien pour penser la scission ARIP-CIRFIP. J'ai quelques idées là-dessus, mais je trouve que ça serait bien aussi d'avoir ton avis. Ouais. J'en profite peut-être pour, voilà, avant de te donner la parole, de repréciser la question des références. Hein, donc, bien sûr, sur tout ce qui est référence là, directement par rapport à Jacques Ardoineau, vous retrouvez toutes ces références-là dans le livre, du coup, là, dont on parle ce soir, hein, à la rencontre de Jacques Ardoineau. Après, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur l'aspect plutôt l'analyse multiréférentielle, je vous conseille, alors vraiment vivement, il n'est pas si facile à trouver, mais donc j'ai repris le titre exact là, de l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure, c'est Communication et relations humaines, et c'est le sous-titre Esquisse d'un modèle d'intelligibilité, donc publié en 66. Il y a aussi donc la préface à l'Obro Pédagogie institutionnelle dont je vous ai parlé, et je vous invite vraiment vivement à voir les évolutions, les changements dans la présentation chez Ardoineau, qu'on va retrouver ensuite en 77 dans Éducation et politique, où dans la structuration de cet ouvrage, il reprend un peu ces différentes entrées, d'ailleurs avec des chapitres qui sont beaucoup plus grands ou beaucoup plus petits en fonction des entrées, mais on voit déjà que c'est à partir de 77, pour ceux que ça intéresse, que Ardoineau va plutôt parler de constellation d'idées, vous voyez, plutôt que là, en tout cas, il abandonne vraiment la conception des niveaux, hein, des différents niveaux, pour être plus sur des registres, des perspectives. Voilà. J'en profite aussi pour citer les deux ouvrages dont j'ai parlé, hein, des collègues qui ont écrit du vivant de Jacques Ardoineau. Donc Christian a bien fait de mettre l'accent, c'est tout voilà, hein, toute la difficulté là en peu de temps de développer tous les aspects d'Ardoineau, mais je rejoins ce qu'a dit Christian Verrier sur la dimension clinique et dans la pratique aussi, y compris pédagogique, hein, du psychodrame chez Jacques Ardoineau. Et là, pour le coup, je renvoie bien sûr à ton ouvrage, Christian, hein, où tu en parles, y compris tes propres expériences, dont dans Jacques Ardoineau, entre éducation et dialectique. Hein, non, pardon, Jacques Ardoineau, voilà, pédagogue, je me suis trompé, au fil du temps. Ça, c'est Christian Verrier, où justement, là, il y a de façon beaucoup plus développée l'aspect psychodramatiste de Jacques Ardoineau. J'en profite pour dire en passage, Christian fait bien de signaler, pour moi, c'est un des premiers à avoir amené le groupe Balint aussi à l'université, hein, d'avoir animé des groupes de Balint à l'université. Jean-Marie Braun en parle dans son chapitre de l'ouvrage. Et donc, pour être précis, je cite aussi donc Christine Campini, hein, son ouvrage, c'est Jacques Ardoineau, entre éducation et dialectique. Aussi, voilà, très intéressant sur, alors plus le pédagogue finalement, voilà, hein, c'est là où nous on s'est un peu plus centré sur le psychosociologue. Juste un mot par rapport à la question, avant de revenir sur Le conflit à RIP, ouais, conflit à RIP, auquel David peut la question sur formel, informel et pourquoi pas non formel. Pour moi, c'est une façon de retranscrire une attention particulière qu'avait Jacques Ardoineau à éviter en fait les notions qui fonctionnent uniquement comme ça par paire, par opposition très simpliste. C'est-à-dire que c'est pas informel, non formel, dans le sens où ça serait un piège en fait de penser que on peut voilà juste penser en opposant comme ça strictement de terme à terme. Le mot informel renvoie pour moi à autre chose qui n'est pas juste l'opposé du formel. Hein. Il renvoie à ce qui n'a pas de forme, je l'ai dit un peu rapidement, mais voilà, y compris sur le plan psychique, hein, ce qu'on n'arrive pas aussi à mettre en idée, peut-être qu'on n'arrive même pas à conscientiser complètement, et c'est aussi pour désigner cette dimension-là, hein, qui n'a pas l'informe dans ce qu'il renvoie
aussi au sens littéral, finalement, aussi au monstrueux, finalement. Enfin, voilà, de ce qui ne peut pas être représenté. Voilà, c'était pour ça que, si vous voulez, il ne retient pas des oppositions comme informes, non formes, formelles, non formelles, comme il ne veut pas retenir des oppositions comme pures, impures, rationnelles, irrationnelles. Voilà. Pour lui, ça, ce n'est pas vraiment dialectique, dans le sens où ça réduit finalement la pensée à quelque chose d'un mouvement un peu binaire, en tout cas dans sa conception. Merci beaucoup Elvis, puisque ça renvoie au centre de ton schéma, je crois, et à l'abîme ou au réel, Voilà, c'est ce que etc. j'ai Voilà. essayé de. Ouais. Indicible. Mais la question est juste. Hein, voilà, pourquoi c'est formulé comme ça. Effectivement, je le dis au passage. C'est pour ça que, par exemple, je pense que Jacques Ardano ne se retrouverait pas vraiment dans toutes les approches, par exemple, comme la communication non violente. Vous voyez, voilà, c'est pas du tout dans la conception de Jacques Ardano. David, un Ouais. complément peut-être? Peut-être. Alors, je voudrais revenir aussi ça sur à propos de dialectique, hein. Il me semble que ce que je voulais ajouter tout à l'heure aussi, sur cette question des images, en quelque sorte, le dialogue n'était pas terminé, hein, puisque il me semble que côté psychosociologie, mais c'est Florence Just des Prairies qui a poursuivi le développement du travail sur les images du côté de la psychosociologie. Euh, voilà. Et sur le conflit Anzieux-Ardoineau, est-ce qu'il y a donc un écho? La question, est-ce qu'il y a un écho dans la scission Harib-Sirfip? Alors je dirais, je pense pas qu'il y ait d'écho direct parce que ce sont pas les mêmes personnes. Par contre, c'est certainement la même question. Il y a quelque chose de commun dans quelle place euh, que- quelle référence de comment, quel rapport à la psychanalyse? Est-ce que c'est l'étayage principal? Est-ce que c'est un étayage parmi d'autres? Voilà. Quelle que soit l'affection que beaucoup de psychosociologues ont et la pratique aussi, hein, de la cure, etc. Voilà. Mais il y a quand même un écart à cet endroit. Donc je dirais, c'est peut-être une question un peu structurale, finalement, dans la posture des, des gens qui font métier de travailler avec des groupes. Voilà. En tout cas, de façon bien sûr très différente parce qu'on n'est plus à la même période, mais je trouve qu'il y a dans le débat d'idées et des positionnements, comme tu dis, finalement quelle serait la référence première. Mhm. Eh bien, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est rejoué à l'époque à la RIP entre ce qu'a apporté depuis le début Jean-Claude Rouchy par rapport aux autres fondateurs de la RIP qui ont fait scission, du coup. Voilà, en tout cas, ça rejoint tout à fait la conclusion pour moi de ton exposé, David, hein, sur voilà, où est-ce qu'on se positionne par rapport à la psychanalyse et où est-ce qu'on positionne la psychanalyse. Hmm. Comme il est 19h30, convient-on de prolonger l'espace de 5 à 10 minutes pour prendre les questions qui, à ce stade, voilà, émergeraient? Le principe pourrait être de lever la main. Tu auras vu, Elvis, qu'il reste quand même une question que je souhaite pouvoir Oui, t'adresser puisque tu avais évoqué l'aspect ombrageux, non congruent de la personnalité d'Ardano. Bon, bref. Mais dans le vif, voilà, dans les résonances, les réactions éventuelles, laissons un petit peu, ouais, des mains se lever si certains le souhaitent, ou des questions posées dans le question-réponse. En attendant cela, tu as pris connaissance de la question qui concernait l'aspect ombrageux. Alors, ouais. Juste du coup, ça va être très court. Il y a aussi l'interpellation sur contradiction, polyphonie. En fait, la polyphonie hein, chez Jacques Ardoino, c'est vraiment le fait de pouvoir utiliser enfin, de pouvoir investir plutôt différents langages et pas différentes langues, hein, parce que par contre, il n'était pas très polyglotte de ce point de vue-là, mais différents langages, différents registres, pour du coup redonner un sens aussi qui est parfois oublié dans le mot même de contradiction. Voilà, hein, c'est-à-dire de ce qui se dit en contre aussi. Voilà, hein, dans le dire en tout cas. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un rapport très direct entre la polyglossie chez Jacques Ardoino
et la contradiction. C'est-à-dire que c'est pas juste une contradiction abstraite, c'est ça que je veux dire. Hein, voilà, c'est une contradiction qui se vit à travers les actes de langage et à travers les différents langages qu'on mobilise. C'est là où il y a place au contradictoire. Voilà. Et donc, alors, le personnage, faut pas que ça empêche. C'est vrai que si on a 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, s'il y a d'autres questions. Et, alors voilà, tiens, bah c'est une info. Merci Christian. Alors, sur le côté ombrageux, non congruent d'Arduino, ben si, voilà, c'était ça, oui, c'est ça. Alors, oui, peut-être là, par contre, je j'ai pas fait forcément le lien direct avec la dimension ombrageuse. Euh, euh, le, le côté ombrageux, je me risque à réfléchir un peu comme ça, spontanément à votre question, à votre remarque, Maxime. Euh, je pense renvoie peut-être à ce qu'il pouvait y avoir de parfois un peu euh, complexe pour certains à, euh, à accepter de vivre justement l'aspect conflictuel, voire les contradictions dans la relation comme une recherche d'une certaine richesse, voire d'une certaine création finalement. Hein, c'est là où je ferai le lien avec la différence qu'il faisait très importante entre l'innovation et la création. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette conception chez Arduino que c'est aussi quand même en acceptant de vivre une dimension même conflictuelle. Vous voyez, je vais un peu plus loin que la question de la contradiction en tant que telle, mais il faut vivre en quelque sorte le conflit qui va avec la contradiction pour accepter ou comprendre à un moment donné qu'il va y avoir quelque chose de créatif qui va se faire dans cette relation, dans cet échange, voire dans cette tension. En tout cas, c'est ça que je raccrocherais à la dimension ombrageuse. Merci. Euh, Peut-être l'occasion, David, si tu le souhaitais, de pouvoir voilà, faire une dernière incise ou à l'évocation de ce qui vient de se dire, rajouter quelque chose, au moins, hmm, ou à moins qu'il y ait des demandes d'intervention, auquel cas on la prendra en priorité. Mais je n'en vois pas. On se dirigerait alors vers la clôture de ce webinaire qui, comme vous l'avez vu, va se dérouler dans les conditions qui sont celles de Zoom, qui nous permettent à la fois d'être en interaction, mais avec les réserves que parfois ont les participants, les participantes. J'espère que chacun d'entre vous se sera autorisé, autant qu'il le pouvait, à nourrir la réflexion. Je vois apparaître des remerciements. Je Si je peux me permets, parce qu'il y avait Jean Chamy, du coup, qui voulait intervenir tout à l'heure. Oui, oui, oui. Et comme je vois apparaître des remerciements, je voulais signaler Elvis David pour cette mise en perspective vivante de la place de Jacques Ardoineau dans l'histoire des psychosociologies au pluriel. Euh, je peux donner encore la parole à Jean Chamy, si vous le souhaitez. Vous êtes encore là? Vous signalez en levant la main dans ce cas-là? Non, j'avais pas l'intention d'intervenir particulièrement. Entendu. Je crois que c'était plutôt Jacques euh, qui devait éventuellement parler de la collection, je crois. Oui, nous y revenons donc. Merci encore. À bientôt. On se dirige vers la conclusion. Je vous laisse redonner la parole à Jacques, évidemment. Vous vous adressez à toutes et tous qui est encore là à cette heure et navré pour le petit décal débordé, là. Il est 19h36, mais vous remercier pour votre présence. Nous avions pas mal d'attentes à l'égard de ce webinaire. Nous espérons peut-être pouvoir dire que celles et ceux qui ont bien connu Jacques auront le sentiment de mieux encore le connaître au sortir de ce webinaire. Euh, on espère également, et j'espère que c'est le cas, que celles et ceux qui venaient
peut-être tout juste d'en découvrir certains écrits, n'auront peut-être que plus envie d'arpenter son œuvre, hein, dont Elvis nous a dit elle est conséquente, il nous l'a rappelé. Euh, il y avait aussi l'intention et le souhait, bon voilà, que ceux qui envisageraient un travail d'écriture de leur pratique dans le champ de la psychosociologie puissent en effet contacter euh, sans plus tarder, ou le moment venu, le comité éditorial de la collection Psychosociologie. Je me chargerai, Jacques, bien sûr, de mettre l'adresse mail de la collection. Euh, voilà. Juste après que tu prennes la parole, j'en profiterai pour le faire. Et quoi qu'il en soit, dernier souhait, mais voilà, je vais vous le partager au nom du CIRFIP aussi, comme de la collection, c'est que l'on puisse peut-être continuer à explorer ensemble, voilà, ce riche patrimoine de la psychosociologie dont Jacques était l'une des figures importantes, et parmi d'autres. Les premiers ouvrages de la collection Psychosociologie nous le rappellent. Nous avons d'autres noms en tête, évidemment. Je vous laisse y penser. Et te passe la parole, Jacques, pour un mot oui, de conclusion. Micro. Active ton micro, s'il te plaît, Jacques. Voilà, je voudrais remercier l'ensemble des participants nombreux qui ont pu avoir une présentation dynamique de la part d'Elvis et de David sur Jacques Ardoineau. Et je voudrais aussi remercier le CIRFIP parce que c'est la première fois qu'il y a cette collaboration entre la collection psychosociaux et le CIRFIP. Et bien sûr, nous sommes dans l'attente que d'autres réunions comme celle-ci puissent se faire à l'occasion de la parution d'autres ouvrages. Je trouve que c'est une bonne chose d'unir les forces des psychosociologues pour mieux faire connaître la démarche. Et donc, je rappelle tout simplement que nous sommes ouverts au comité éditorial, à toute intention, projet d'écriture autour de la psychosociologie, et que pour ce faire, il faut nous contacter à l'adresse mail qui peut s'afficher sur l'écran, psychosociologie@europamel.net. Voilà. Remis dans le chat, Jacques. Et suivez donc en effet l'actualité de la collection sur le site de son éditeur l'Harmattan, depuis l'adresse mail pour avoir des infos personnalisées. Le CIRFIP essaie de se faire l'écho de ces actualités parmi d'autres. Le site cirfip.org est en lien sur le chat. Et le compte LinkedIn permet à ceux qui le souhaitent de s'abonner également à nos événements. Une prochaine conférence d'ailleurs est prévue le 8 octobre dans le cadre d'un cycle qui en comprend 5 de conférences. Les 3 premières se sont réalisées. La quatrième est imminente, plus que quelques semaines à patienter. Découvrez cela si vous le voulez sur le site du CIRFIP et rejoignez-nous sur cet autre événement public, ouvert au public et d'accès gratuit, avec les limites de l'exercice d'un webinaire en ligne, mais dans lequel chacun, je l'espère, retrouvera son compte en participant, écoutant, réfléchissant avec nous. À bientôt. Merci beaucoup pour votre présence à toutes et tous, à David, Elvis et Jacques, d'avoir répondu à cette intention. Hicham. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Hicham.